Mesdames, Messieurs, chers clients, chères clientes, bonjour, bienvenue et surtout merci pour votre fidélité. On va parler d'une thématique qui va bien au-delà du cycle, mais qui néanmoins influence quand même assez fortement le cycle. Et c'est dans ce contexte-là que je voudrais vous brosser en 10 minutes. C'est un exploit. L'autre exploit, c'est de parler devant le professeur Dantine d'économie. Et donc, je vais essayer de vous brosser ce portrait assez rapidement. On va partir du contexte international, partir de ce ralentissement qui nous est issu de ce contexte international et notamment de l'ajustement des stocks des entreprises manufacturières pour constater par ce premier graphe que le ralentissement est en cours et surtout que probablement on a atteint la fin de ce ralentissement puisqu'on a déjà certains signaux au niveau du commerce mondial de reprise, en tout cas de fin de détérioration, et notamment la reprise se situe dans un des tout gros secteurs des échanges, à savoir les semi-conducteurs qui sont à nouveau sous la pression d'une dynamique intense. En Suisse, ce tassement, ce redressement des courbes est issu essentiellement du secteur de la pharmaceutique en direction des États-Unis, puisqu'on a retrouvé le niveau maximum des exportations vers les États-Unis. Des bonnes nouvelles qui n'intègrent pas encore complètement Genève, puisqu'on sait que Genève est fortement orientée sur les exportations d'horlogerie et de bijouterie. Ces exportations-là qui font face à un marché chinois atone, ce qui nous amène encore à avoir une croissance des exportations à Genève qui est de l'ordre de 0%. Un mieux, on était à moins 5% le trimestre précédent. Alors pourquoi partir du commerce mondial? Pas simplement parce que la Suisse est une économie très ouverte, mais c'est pour la dynamique des entreprises, systématiquement, une perspective d'exportation qui s'améliore, c'est une visibilité meilleure pour le futur. Et on voit clairement le lien qu'on peut avoir entre les perspectives à l'exportation et la dynamique d'investissement des entreprises, dynamique qui a été interrompue, attention, essentiellement sur l'aspect de la construction et des capacités de construction des différentes entreprises manufacturières. On n'est pas dans un ajustement des investissements, on va revenir là-dessus, et notamment des investissements intangibles. Mais néanmoins, là aussi, un point bas qui, en Suisse, peut être atteint. Vous le voyez avec la visibilité des exportations qui s'améliore et qui va très probablement aider les entreprises à reformuler une série de projets. Des entreprises, on l'a vu dans ce ralentissement, qui n'a pas créé de rupture, qui sont solides financièrement. Mais ce ne sont pas les seuls. Et la solidité financière, même si on va parler de disparité au niveau du particulier, la solidité financière, elle est également observée pour le particulier, pour le ménage qui à la fois bénéficie d'un revenu régulier du travail, puisque depuis 2022, on est encore sur un rythme de croissance des emplois qui est de l'ordre de 3%. Ça se ralentit récemment, mais on est toujours en croissance d'emplois. Ce qui veut dire que vous avez un revenu principal du salaire qui alimente un effet richesse et une structure, on va dire, de la dépense. Deuxième aspect important de la solidité financière du particulier, c'est l'effet richesse de ses actifs. Actifs financiers qui ont progressé, qui reprogressent puisqu'ils sont rémunérés à la fois quand ils sont investis sur les marchés obligataires et marchés d'actions, et puis actifs du logement, actifs immobiliers, puisque vous voyez sur ce graphe que les évolutions des prix immobiliers résidentiels sont toujours en progression. Ça se tasse à Genève, un peu plus qu'ailleurs peut-être. On a une progression qui est moins rapide ces derniers trimestres. Mais notons que depuis la crise du Covid, on est encore sur des niveaux de prix à la fois des logements maisons et des appartements qui sont de l'ordre de 25% dans la plupart des régions. Donc des progressions qui ont évidemment alimenté un effet richesse
et une solidité financière des acteurs économiques, les deux, le particulier et l'entreprise. Alors, je vous ai parlé de ces facteurs de résilience qui ont permis au cycle finalement de ralentir sans créer de rupture. Maintenant, quels sont les facteurs qui vont au-delà du cycle et qui ont aidé finalement cet ajustement temporaire et surtout modéré? Eh bien, les entreprises, quand vous regardez ce graphe qui vous illustre l'évolution des investissements en propriété intellectuelle, je rappelle que ces investissements incluent la recherche et développement académique, la recherche et développement empirique des entreprises, les investissements en software et les investissements en base de données. Vous voyez clairement que tous ces investissements-là n'ont pas subi la crise. Ils ont pu être alimentés en permanence par différentes voies, qu'elles soient académiques, qu'elles soient étatiques ou qu'elles soient liées aux entreprises. Les États-Unis, la courbe grise, vous voyez, progresse beaucoup plus rapidement. C'est lié aux entreprises, c'est la recherche et développement empirique et qui est lié également en particulier au secteur de la technologie. Quand on parle de la Suisse et de sa progression, eh bien là, on est plutôt sur une recherche fondamentale qui est destinée au secteur de la santé et de la pharma. On va revenir sur cette discussion de la concentration avec le professeur Dantine. Donc un cycle qui soutient l'innovation, un cycle quand on a un facteur d'innovation, de recherche, de développement, on a un potentiel de productivité future, on a un potentiel de profitabilité, les deux étant liés, et donc de croissance future pour nos économies au-delà de l'investissement d'innovation. Mais pour cela, il faut bien sûr que l'innovation soit intégrée. Et on va revenir rapidement sur l'innovation de l'intelligence artificielle générative, celle qui est ressortie en fin 2023, qui connaît énormément de développement assez rapide. Ce qui est important aujourd'hui quand on lance un produit, et je vous ai remis le cycle du lancement du produit, c'est qu'à un certain moment, ils deviennent accessibles à l'ensemble des secteurs. On n'est pas encore à ce niveau-là, on est toujours dans cette phase de lancement et de croissance. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau du prix, ils deviennent accessibles, et on va voir pour qui. Et ce qui est important également, c'est que cette intelligence artificielle générative crée de la productivité. Beaucoup d'analyses sont développées pour savoir si ça va être complémentaire ou si ça va être un substitut à l'emploi. Ce qui est clair, c'est que ça peut être une solution aux grandes transitions dans lesquelles on est en cours, c'est à savoir la transition démographique, le marché du travail qui se rétrécit et la transition évidemment énergétique. Donc, une solution qui doit pourtant s'étendre à travers le service professionnel, le service à la personne. Et ça, à Genève, c'est 70% des emplois. 70% des emplois, ce sont des PME. Et puis 90% des emplois, ce sont des services. Donc pour pouvoir augmenter la productivité de notre canton, évidemment, il faut pouvoir intégrer cette intelligence artificielle d'une façon ou d'une autre. Pour l'instant, seulement 37% des entreprises suisses mentionnent au niveau des entrepreneurs qu'ils intègrent l'intelligence artificielle. Donc il y a encore un grand pas à réaliser dans ce contexte-là. Et c'est la raison pour laquelle la Banque centrale doit aider l'investissement, doit permettre d'avoir des conditions de financement qui permettent cette accessibilité à l'investissement. On a vu la BNS qui a été précurseur et qui a déjà entamé son cycle de baisse des taux plus tôt que les autres. Très probablement, la semaine prochaine, elle devrait encore insister par une nouvelle baisse des taux. Maintenant, la question qui va se poser très vite pour les opérateurs, pour les investisseurs, c'est jusqu'où ces banques centrales vont-elles aller? La Fed va probablement nous annoncer quelque chose, la Banque centrale américaine ce soir ou demain, mais jusqu'où vont-elles aller? Et c'est là où les analyses sont de plus en plus intéressantes
Sur les forces de long terme, je vous disais, la démographie, c'est un aspect important aussi pour les pressions inflationnistes. C'est un petit peu ce qui ressort des analyses du symposium à Jackson Hole en fin d'été, qui mentionne combien cette dynamique entre postes vacants, taux de chômage, qui est fortement influencée par le marché du travail, rend l'inflation très sensible à des chocs de type offre, pénurie de main-d'œuvre ou pénurie à certains moments de matières premières, ou des chocs de type demande, ce qu'on connaissait plus par le passé. Donc aujourd'hui, la vigilance des banques centrales par rapport à cette sensibilité de l'inflation va être très importante. On sait qu'en Suisse, on importe beaucoup de matières premières. Donc évidemment, l'évolution du taux de change dans cette politique monétaire est déterminante pour pouvoir stabiliser ou en tout cas contrôler l'évolution de l'inflation. On parle beaucoup de l'appréciation récente, cette appréciation qui peut être inscrite dans un contexte de géopolitique difficile. N'oublions pas qu'en ayant progressé de 3,5% depuis le début de l'année contre l'euro, le franc suisse est revenu à ses niveaux de début d'année. Rien d'exceptionnel, pas vraiment un mouvement de valeur refuge tel qu'on pourrait l'imaginer. Et si vous regardez l'évolution de ce franc suisse, qui est la courbe rouge, par rapport aux écarts de prix avec nos économies partenaires, prix à la consommation, vous voyez que finalement, le cours de change est assez stable. Il corrige des effets prix. Ce qu'on ne peut pas tout à fait dire quand on regarde cette courbe-là par rapport aux industriels, par rapport aux exportateurs. Alors on sait que les mesures sont un peu délicates et le professeur Dantine entrerait volontiers dans le détail dessus. Mais ce que vous pouvez observer quand même, c'est que par rapport à la structure des prix des exportateurs, si on regarde depuis 2023, la progression est quand même beaucoup plus rapide. Donc ça, c'est un aspect important de la réflexion de la politique monétaire. On sait qu'aujourd'hui, le taux de change peut être travaillé par des interventions. La Banque centrale ne s'en cache pas. Et donc, clairement, il y a une carte, un instrument de politique monétaire qui se poursuit avec cette évolution des taux de change. Et je vous ai introduit un peu un contexte géopolitique. Je ne vais pas entrer en détail de ce contexte géopolitique, mais on ne peut forcément pas vous présenter des perspectives sans parler de ce contexte-là. Le séminaire d'hier est assez intéressant par rapport à la conclusion qu'on doit tirer de tous ces risques géopolitiques. C'est qu'ils sont segmentés, ils demandent des solutions individuelles, ils ont des scénarios qui sont tous différents, donc impossible dans un seul scénario de vouloir intégrer tous ces risques géopolitiques, politiques, et d'en plus leur attribuer des probabilités. C'est la raison pour laquelle, quand on travaille ces risques géopolitiques, on va regarder essentiellement s'ils créent des chocs sur les variables de dollars, d'évolution d'échange, ou sur les prix des matières premières. Tant que vous n'avez pas de choc qui résulte de ces problématiques géopolitiques, nos scénarios ne doivent pas être influencés, malheureusement, et c'est un peu froid de dire cela, mais nos scénarios ne sont pas influencés par ces phénomènes géopolitiques. À noter quand même qu'à Genève, 14% de notre valeur ajoutée est liée au financement des matières premières. Donc c'est crucial pour nous de suivre de près l'évolution de ces prix de matières premières et leur influence qu'ils peuvent avoir. Donc clairement, c'est une préoccupation de tous les jours. Voilà, je terminerai sur le mouvement de ce cycle. Vous voyez ce mouvement de cycle qui montre le ralentissement, qui montre pour la Suisse et les États-Unis que très probablement le point d'inflexion a été dépassé. En revanche, l'Europe est toujours en train de chercher ses forces d'amélioration, mais néanmoins, on est sur une situation où, contrairement à ce qu'on aurait pu attendre il y a d'ici une année, quelques mois, et voire même une année, on n'est pas passé par une rupture, on n'est pas passé par une récession, en tout cas. Donc, une croissance modérée, ralentie,
avec une progression de l'inflation qui, elle également, est revenue proche des objectifs des banques centrales, mais qui, pour les raisons de transition et démographique très probablement, sera rigide à la baisse. Donc clairement une inflation un peu plus élevée que ce qu'on a pu connaître la dernière décennie. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les conclusions, vous les avez comprises, je pense qu'elles sont vraiment liées au cycle qu'on a analysé ensemble. Et puis les chiffres qui correspondent à ces conclusions peuvent être également décrits ou expliqués plus tard. Je vous remercie pour votre attention. Merci.